Cette vidéo part d'un constat simple, l'AVF est encore trop largement critiquée dans la communauté animée, et ce, pour les mauvaises raisons, et surtout avec beaucoup de mauvaise foi quand même. Alors oui, vous me connaissez, moi ça me brise le cœur parce que j'ai grandi avec l'AVF, comme sûrement beaucoup d'entre vous, et j'y accorde une importance particulière et j'ai une affection incroyable avec l'AVF, et je trouve que c'est très dommage de se fermer les portes de tout cet univers alors qu'on a une richesse incroyable en France grâce à de talentueux comédiens de doublage. Et justement, à travers mon parcours sur YouTube, disons, j'ai eu la chance, l'occasion, d'en rencontrer certains, notamment celle à qui on doit la voix de Goku enfant, Brigitte Lecordier, et en discutant avec elle, mais également avec des collègues à elle, donc d'autres personnes dans le milieu du doublage, et ben je me suis rendu compte du tout le travail, de tout l'investissement, de toute la passion fournie dans leur métier. Un métier qui a énormément évolué en 30 ans du Club Dorothée, voire plus, et qui aujourd'hui ressort avec une vision totalement nouvelle, ressort totalement réinventé parce qu'en fait l'animé en lui-même s'est énormément démocratisé, on en connaît mieux les rouages, on connaît mieux le fonctionnement de l'animé et un peu mieux à qui ça s'adresse, et donc forcément on a un petit peu mis un certain nombre de choses en place pour faire en sorte d'améliorer également le doublage français. Et c'est de ça dont je voulais parler aujourd'hui, et notamment du fait que je trouve que c'est une injustice mais absolument déplorable de continuer en 2025 de cracher sur la version française sans aucun argument valable. Donc cette vidéo est un plaidoyer à la version française, et vous allez voir, on va faire un petit shot de nostalgie. J'ai fait appel à quelques amis de la communauté, comme ça on va pouvoir avoir plusieurs visions différentes. C'est totalement faux, c'est que des gens qui sont d'accord avec moi, parce que en fait mon but avec cette vidéo c'est de vous mettre d'accord avec moi. Voilà, non, on va essayer d'entrer un peu dans la nuance, mais pas autant que la dernière vidéo, je vais pas vous mentir. Donc sans plus tarder, je vous laisse prendre un petit thé, un café, ou poser dans votre canapé, devant votre télé, votre PC ou votre smartphone, et c'est parti, on attaque cette vidéo sur pourquoi? Non, vous savez quoi? Je ne comprends pas pourquoi l'AVF est autant critiquée. C'est parti. Alors je vous le disais justement, je fais partie de ceux qui ont grandi avec la VF. Tout simplement parce que j'ai commencé à regarder les animés, j'étais très jeune, je devais avoir 3 ans à peu près. Hein. Alors certes, je ne suis pas de la génération du Club Dorothée, voilà, c'est vrai. Par contre, j'ai clairement grandi avec l'héritage du Club Dorothée. C'est-à-dire que les premières VF sont directement celles du Club Dorothée qu'on retrouvait ensuite à la télé lorsque celui-ci a été dissous d'une certaine manière. Et à cette époque, on va pas se mentir, il y a une vision particulière de l'animé japonais, notamment puisque on le calque un peu sur les comics occidentaux, et donc on part du principe que ça s'adresse uniquement qu'à des enfants, avec quelque chose de très linéaire, et donc on a une vision très comique, très, on va dire, gaguesque de l'animé, ce qui fait qu'on va beaucoup le ressentir très tôt dans les versions françaises. Alors que, bon, je fais un peu ma puriste là-dessus, mais je trouve que les animés, pour en avoir consommé énormément, ainsi que les mangas, on a un panel de thématiques abordées qui est assez large, vraiment très large. On peut avoir des thématiques très sombres, pourtant adressées à des enfants. C'est-à-dire que, un exemple tout con, et je sais, je radote un peu, mais des mangas et des animés comme Naruto, par exemple, vont vous parler de valeurs, vont vous parler de thématiques sombres comme la vengeance, comme le deuil également, et on a tout un tas d'animés qui vont parler à des jeunes adolescents, des jeunes enfants, mais qui pour autant vont pas, alors certes prendre des pincettes et être dans la subtilité, mais vont quand même avoir des moments de tristesse, des moments de peine, des moments épiques aussi et de bagarre bien sûr, mais des moments où on va dire il faut quand même être assez rodé un peu, et c'est pas, tout n'est pas que de l'humour, tout n'est pas que du comique, on va avoir vraiment des changements d'ambiance à travers ces animés. Quelque chose qui, je trouve, à l'époque, n'est pas complètement pris en compte. En tout cas, on ne connaît pas encore bien l'animé, ce qui fait qu'on a tendance à un peu le mettre dans la case de tous les autres dessins animés pour enfants. Et donc, on arrive aussi à un autre problème, c'est-à-dire que ces dessins animés-là, ils sont japonais, ils nous viennent tout droit du pays du soleil levant, ce qui fait que, eh ben, il va y avoir tout un travail d'adaptation. L'adaptation en français, dans un premier temps, donc déjà la traduction, qui est en soi une dénaturation
en soi, hein, puisque on va pas pouvoir traduire mot pour mot et en voulant gardant en fait l'essence du manga ou de l'anime, on va pas pouvoir tout traduire lettre pour lettre, c'est pas possible en fait, il y a un vrai travail d'adaptation comme je le disais, et donc on va devoir réécrire certaines blagues, et il va falloir s'adapter à un public français, donc parfois changer un peu les blagues, il va falloir adapter certains tics de langage également, et donc tout ça amène évidemment une forme de dénaturation du support de base, donc c'est comme si la version française n'était pas aussi fidèle que si on allait regarder en VO. En tout cas, c'est quelque chose qui est très entendable pour les animés de l'époque et que je conçois totalement, notamment aussi dû au fait qu'il y a eu des changements de prénoms, hein, tout simplement. Il y a certains qui peuvent se dire mais c'est que des prénoms, mais en fait ça joue psychologiquement, hein. Je vais vous donner un exemple que je pense vous connaissez parce que si vous suivez un peu la chaîne, vous l'avez vu sur ma chaîne. Il y a 2 ou 3 ans, à la Japan Expo 2023, il y a eu une grosse exposition en l'honneur de Tsukasa Ojo qui était justement invité de la Japan Expo. Et c'est à cette période-là que je me suis rendu compte que Tamara, Cilia et Alexia n'étaient pas les vrais noms des protagonistes de Cat Size, mais qu'en réalité elles s'appellent Rui, Hitomi et Ai. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais un peu en mode mais je remets ma vie en question, ce ne sont pas leurs vrais... Quentin ne s'appelle pas Quentin, il s'appelle Toshio. Enfin, on est où en fait? Non, je plaisante, mais même dans Ranma 1,5, hein, Ranma 1,5, les Géraldine, les Roland, les Mathias, les Frédéric, oh là là, heureusement Ranma a le même nom quand même, sinon ça manquerait de cohérence avec le nom de la série. Mais voilà, il y a plein de choses qui ont été changées comme ça et qui font que quand tu redécouvres les versions originales, qui forcément collent plus à ce qui est imaginé par l'auteur ou l'autrice, ça fait un peu bizarre. Voilà, et on peut dire que c'est quand même une dénaturation, un changement majeur pour les œuvres lorsqu'elles sont basculées en français. Je peux l'entendre. Et ajouter à ça la censure, puisque oui, à cette époque, on a en fait un micmac, un fourre-tout de plein d'animés qu'on destine à des enfants, un public jeune, mais qui pour autant n'ont pas le même degré de « je m'adresse à un enfant ». C'est-à-dire que tu vas avoir du Candy, du Georgie, du Princesse Sarah, mais tu vas avoir tout autant du Ken le survivant, qui m'a traumatisé d'ailleurs, mais aussi du Cobra, mais aussi du Nicky Larson, mais aussi du Dragon Ball, mais enfin, c'est tellement large en fait, on a tellement plein d'animés qui en réalité ne s'adressent pas exactement au même public et pourtant qui sont diffusés comme des animés de la même trempe finalement, on fait pas trop de distinction à ce moment-là, et donc forcément, bon voilà, je reviens à la censure, ce qui fait qu'il y a des scènes de violence qui vont être censurées, des moments aussi très liés à la nudité, ou à des blagues un peu olé olé, à la sexualité, etc., où on va avoir des cuts, mais parfois de dizaines de minutes dans un épisode, au lieu d'avoir un épisode de 23 minutes, tu vas avoir un épisode de 12, et tu comprends pas. Voilà, on passe d'une case à l'autre et tu comprends pas ce qui se passe. Donc ce genre de choses arrivait à l'époque, c'était assez logique étant donné que ça devait être publié enfin en tout cas diffusé à la télé, donc je peux le comprendre, mais en effet, on peut aussi se dire que forcément, on n'a pas vraiment regardé le même animé quand on le regarde en VF à cette époque et quand on le regarde maintenant. Et en effet, je peux comprendre du coup qu'à cette époque, oui, la VF soit largement critiquée et fasse polémique. Mais en fait, on n'avait pas trop le choix. Et là, j'ai décidé de faire appel à des personnes qui ont répondu à quelques questions pour moi et surtout ont donné leur avis sur la VF et ce débat VO-VF. Et on parlait un petit peu de leur rapport à la VF. Je trouvais que ça pouvait être sympa d'inclure des gens dans la vidéo de la communauté. Alors, je vous le redis, mais c'est des gens qui pensent comme moi. Parce que je suis sur ma chaîne, donc c'est une dictature. Mais voilà, je vous laisse un peu écouter ce qu'ils ont à dire tout au long de la vidéo. En tout cas, je ne suis pas la seule à penser qu'en effet, à l'époque, on n'avait pas trop le choix. Il faut comprendre également qu'à cette époque-là, Internet n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Il n'existait pas encore de plateformes légales comme Aden ou Crunchyroll où on pouvait consommer facilement nos animés en version originale sous-titrée ou en version française. Pour regarder des animés, nous avions pas vraiment le choix. Soit on était limité à la version française qui passait à la télévision, ou alors il fallait les télécharger en version originale non sous-titrée via des canaux de téléchargement parfois un peu douteux. J'ai donc dans un premier temps été un tout petit peu forcé de regarder les animés en version française. Et oui, on est enfant, on sait pas lire, la VF est la langue française est notre langue maternelle, point barre. Enfin, je veux dire, il n'y a même pas besoin de justification autre que ça, c'est normal qu'on regardait en VF à l'époque. À l'époque, on se posait même pas la question de si c'était la VO ou pas. Ça passait à la télé en français, donc on regardait en français, c'est tout, point.
Après, j'étais en maternelle, primaire, donc forcément ça joue. Mais honnêtement, c'était pas choquant du tout et encore moins discutable. On regardait, on kiffait et c'était très bien comme ça. Et même dans le cas où tu regardes quand t'es ado, donc on va dire entre 12-13 ans jusqu'à 18-19 ans, en fait, c'est pas forcément aussi facile que ça de regarder toute une série dans une langue qu'on ne comprend pas et à laquelle on n'est pas du tout habitué. Le japonais, c'est quand même très loin de notre langue française. Il y a beaucoup de différences et même en termes de puissance vocale, de sonorité, d'intention de voix, etc. Enfin, ça peut brusquer en fait. Et je peux le comprendre. Et du coup, bah, forcément, il y a un certain confort finalement à regarder en VF quelque chose. Mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. En tout cas, il y a un point sur lequel je pouvais pas passer en parlant du Club Dorothée, mais également surtout de la version française en général. Hein, c'est les openings, c'est les génériques que nous ont pendu des gens comme Bernard Minet, comme Ariane, comme Jean-Paul Césari. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, je suis sûre que vous en pensez déjà une dizaine. Il y a des trucs, mais je suis désolée, je les aime encore aujourd'hui. Je suis tellement contente qu'on ait eu la chance d'avoir de tels génériques en français qui sont géniaux, qui sont entraînants, qui sont drôles, qui sont splendide. Voilà, je sais, je suis d'une totale vendue à la VF, mais voilà, les génériques de Katsa, les génériques de je sais pas, de Killary, mais de Killary. Attendez, franchement, c'est trop un banger. Le générique de Nicky Larson, le générique de Ranma, enfin, les Chevaliers du Zodiaque. Oh là là. Non, franchement, je suis désolée, c'est génial. Et puis au-delà de ça, la VF nous a offert des moments mais de fou rire absolu, nous a offert des anecdotes incroyables. Enfin, je veux dire, j'y pense avec du recul, j'ai beaucoup de tendresse et d'émotion envers cette période. Vous le savez, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais je peux pas m'empêcher de dire que je suis contente d'avoir grandi avec la VF parce que ça m'a permis d'avoir des anecdotes incroyables et aussi, on en parlera un tout petit peu après, mais aussi ça m'a permis d'apprécier la VO par la suite, je pense. En tout cas, d'apprécier un peu plus à sa juste valeur la VO. En bref, et je pense que c'est surtout le plus important, hein, c'est que la VF devient très vite une habitude, tout simplement parce que c'est notre langue maternelle. Du coup, il y a des animés où je préfère regarder en VF, tout simplement parce que quand j'étais plus petite, je regardais en VF et j'ai été habituée avec les voix françaises. Donc du coup, ce serait assez perturbant pour moi de regarder en japonais. Tout simplement parce que je suis habituée à des voix et que le fait de changer ces voix que j'attribue à certains personnages, enfin, ça serait trop compliqué. Donc du coup, oui, il y a des animés forcément que je préfère regarder en VF. Alors malgré tout, je suis très consciente qu'il y a des limites à la VF. Notamment, à l'époque, on considère beaucoup ça comme enfantin. On peut reprocher aux comédiens de doublage d'être moins investis dans leur rôle, peut-être par préjugés, par clichés sur les animés, pour le simple fait que ce sont des choses pour enfants, tout simplement. Donc on se dit, bon, bah, pas besoin non plus d'en mettre des tonnes, tu vois, il n'y a pas besoin de se donner à fond. Mais voilà, moins d'émotions, des timbres de voix un peu dissonants, il y a des moments où le personnage, il parle, mais en fait, tu le vois agir différemment que ce que la voix te transmet. C'est très perturbant, parfois. Et donc, de manière générale, oui, la version originale d'une œuvre, qu'elle soit d'ailleurs en japonais ou non, ça peut être aussi en anglais, sera souvent plus appréciée parce qu'elle se rapproche plus des intentions de base de l'œuvre, du support original, tout simplement. En vrai, je peux comprendre que la VF soit critiquée, ou en tout cas remise en question. Déjà parce que ça efface complètement le travail de l'acteur original. On voit pas son jeu d'acteur, on peut pas juger si sa voix colle avec le perso, son comportement, son énergie, etc. Après, dans l'animation, c'est un peu différent parce que c'est pas, comment dire, il n'y a pas ce côté réel. Donc certains aspects passent à la trappe, on va dire. Mais du coup, tout repose sur le comédien de doublage qui doit réussir à retransmettre à fond les émotions du personnage. Faut aussi que la synchronisation labiale suive. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Après, bah, y a la traduction. C'est super dur de traduire parfaitement une langue vers une autre, surtout avec toutes les différences culturelles. Le mot à mot marche pas, il y a des expressions ou références qui existent même pas chez nous. Donc au final, tout ça mis ensemble, ça peut faire que tu as l'impression de t'éloigner un peu de l'œuvre originale. Alors, on a eu une ère où les animes c'était doublé de manière assez spéciale. Bah, y a un exemple parfait derrière moi avec Hokuto no Ken, Ken le survivant, où on calait des blagues sur les attaques. Par exemple, au couteau de cuisine. C'est le genre de blague qu'il y avait dans les animes et
ça pouvait un peu rendre moins fidèle du coup un anime qu'on découvrait, etc. Et je peux comprendre si ça se base sur ça. Parce qu'il y a sûrement des vestiges du passé qui font que les gens gardent toujours ça en tête. Pour moi, plusieurs biais expliquent cette critique de la VF. Tout d'abord, il y a cette volonté de rester au plus proche de la vision créative de l'œuvre originale. Ainsi, la manière dont le directeur artistique va guider les seiyuu, qui sont les doubleuses au Japon, va se rapprocher le plus possible de la vision du réalisateur de l'anime, voire même dans une moindre mesure de celle du mangaka quand celui-ci est impliqué directement dans l'adaptation de son œuvre. En version française, il y a certes un directeur artistique, mais il ne dispose pas des mêmes informations que son homologue japonais. De plus, avec la multiplication des animés disponibles en version française sur les plateformes de streaming de nos jours, il n'a pas le temps de pouvoir s'impliquer autant qu'il le voudrait. Ensuite, selon moi, la critique de la VF vient également du fait des différences culturelles qu'il peut y avoir dans la gestion du doublage et de l'acting en Occident et au Japon. Au Japon, le jeu d'acteur est souvent très, voire trop expressif. Les acteurs et doubleurs ont tendance à exagérer leurs réactions, que cela soit dans les mimiques faciales pour des acteurs en prise de vue réelle, ou alors dans les intonations pour les seiyuu qui font des animés. Ce qui est paradoxal d'ailleurs, c'est que les films japonais sont souvent critiqués par les occidentaux pour ce côté un peu trop exagéré, notamment dans le jeu d'acteur. Mais de l'autre côté, cette exagération au niveau de l'intonation des voix des seiyuu est très appréciée dans les animés. En France, en revanche, le doublage adopte un ton plus monotone, afin de correspondre un peu mieux à la manière de jouer en Occident. Certes, pour les versions françaises d'animés, les doubleurs font quelques efforts pour paraître un peu plus expressif et se rapprocher du travail que font les seiyuu au Japon, ils conservent généralement un ton plus proche de leur voix naturelle. Au Japon, à l'inverse, j'ai remarqué que la voix d'un doubleur peut énormément varier en fonction de la scène qu'il joue, que ce soit une scène de dialogue, d'action ou de tristesse, cela va donner une voix totalement différente. Et je ne parle pas uniquement de timbre de voix. Une seiyuu peut ainsi proposer plusieurs nuances de voix pour un même personnage, tandis qu'en VF, on cherche plutôt à maintenir une cohérence et à conserver le même timbre de voix tout au long de l'animé. Et il a très bien résumé la chose, et il va même plus loin en fait dans son propos en parlant du concept de validation sociale. Aujourd'hui, on vit dans un microcosme où les influenceurs, notamment les influenceurs manga et animés, ont pris une place absolument immense. Et donc forcément, lorsque tu entends en fait des gros créateurs de contenu élever leur voix sur une critique parfois brutale de la VF par exemple, ça a tellement de poids que ça peut vraiment driver toute une partie de la communauté et délier les langues. Et faire en sorte que tu as plein de gens, tu sais, c'est l'effet boule de neige, tu as plein de gens qui vont dire mais c'est nul, il a raison, c'est nul. T'as deux cas quand t'es influenceur, soit tu te prends une sauce parce que ton avis c'est de la merde, soit tu es encensé par tout le monde parce que tout le monde trouve que tu as dit les termes. Donc voilà, je suis un peu aigrie, mais c'est vrai que parfois je trouve que ça manque de nuance. Et en fait, ce truc de pas être dans la nuance, ça a été beaucoup apporté aussi par le milieu de l'influence animé-manga. Alors, je suis consciente qu'il y a de très très bonnes, très très bonnes choses, de très très bonnes reviews, de très très bons avis, mais il y a aussi des gens qui, malheureusement, pour le clickbait, pour faire plus de vues, plus d'interactions, ils vont juste dire la VF c'est de la merde, et ensuite tu sais que ça va retweeter, tu sais que ça va cliquer, tu sais que les gens vont répondre, etc., et que ça va générer de l'engagement. Donc, je peux le comprendre, finalement c'est un taf comme un autre, mais je trouve ça tellement dommage parce que ça a vraiment terni l'image de la VF en France et ça a induit toute une communauté un peu à agir comme des gens qui n'ont pas forcément leur propre avis et juste dire c'est nul car moi j'ai regardé une fois un extrait TikTok sur je sais pas quelle plateforme de je sais pas quel animé et en fait j'ai vu que c'était nul donc en fait tout est nul dans la VF. Vous voyez, et ça c'est ce truc là qui m'énerve un peu, c'est de se dire que t'as même pas donné une chance. Et en fait, tu craches sur le boulot de dizaines, centaines de personnes qui, eux, se performisent, sont de plus en plus performants et deviennent meilleurs, qui ont un investissement énorme, qui aiment leur métier, etc. Et je dis pas que parce qu'ils aiment leur métier ou qu'ils se donnent à fond, il faut absolument aimer. Je dis juste que il y en a qui doivent vraiment souffler un peu dans la manière de s'exprimer et d'émettre des critiques sur le travail d'autres personnes. Tout travail est critiquable et je suis entièrement ok avec ça. Bien sûr, le mien a commencé et je pense que c'est bien de se remettre en question, mais
partir du principe que t'as pas tous les éléments en place et que tu juges sur la base d'un extrait que t'as vu 2 secondes sur Twitter ou d'un animé que t'as regardé, alors qu'en vrai, il en existe des dizaines, des centaines, et tu as de très très bonnes VF comme de très mauvaises, et on verra par la suite de très bonnes VO comme de très mauvaises VO, eh ben, je trouve que c'est dommage, en fait, d'émettre un avis si tranché, alors qu'en fait, tu n'as pas du tout toutes les cartes en main, finalement, pour en parler globalement. Et ça a vraiment contribué à créer une hater base de la VF. Il y a vraiment un moment où c'était tellement critiqué. Vraiment, juste, c'était que du négatif, que du négatif. Et un autre truc, et vous allez comprendre avec l'extrait que je vais vous mettre ce que je vais dire, mais il y a cette expression qui fonctionne très bien pour désigner ce concept, c'est l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Vous allez comprendre. Les gens se conditionnent à se dire que la VF ne sera pas forcément bonne. Et après, on ne va pas compter les gens qui aiment quand c'est étranger, etc. Enfin, quand je dis ça, c'est plus dans le sens... ok, ça parle anglais, ça parle japonais, etc. Donc c'est stylé. Et bah parlons-en de la version japonaise. Hein. Évidemment, il est toujours intéressant de pouvoir entendre la version pensée à l'origine par les studios d'animation. Et j'insiste bien, on parle d'animation, donc de 2D. C'est-à-dire que, si vous voulez, moi je trouve que ce débat il peut aller encore plus loin lorsqu'on parle de live action, puisque live action équivaut à parler d'acteurs qui vont avoir une forme d'acting, mais également qui vont avoir leur propre voix donnée à leur propre personnage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est différent d'un jeu vidéo et c'est encore différent dans un animé. Et là-dessus, on pourrait en parler, mais je pense que c'est un débat qui a d'autres arguments et qui a d'autres points de vue et qui mérite en tout cas une autre analyse pour la question des live action. C'est pour ça que j'ai pas trop m'y attarder dessus dans cette vidéo parce que je parle plutôt des animés. Mais pour en revenir aux animés, c'est sûr qu'il y a ce truc de entendre la vraie voix. Vous voyez, on s'est toujours dit, bah, c'est des animés japonais, bah forcément la vraie voix, c'est forcément japonais. Et je vais vous donner un exemple un petit peu aussi, je fais une digression encore une fois, mais récemment, il y a le jeu Clair Obscur Expédition 33. Jouez à ce jeu, il est absolument incroyable, qui est made in France, les amis, donc Cocorico, et qui est donc fait par des, je crois qu'on dit, des gens de chez Montpellier, de Montpellier, je sais pas, Montpellierin, je crois que c'est ça, les Montpellierins. C'est un studio qui est basé à Montpellier, tout simplement, vous avez compris. Et donc, c'est une équipe quasiment 100% française. Et forcément, on s'est tous dit, bah forcément, la VO, bah c'est la VF, en fait. Et les développeurs, enfin en tout cas, je crois que c'était le CEO qui en parlait, disait que c'est un peu plus compliqué que ça. Finalement, la version pensée à l'origine, bah, c'est plutôt l'anglais, alors que le jeu est fait par des Français et se déroule même en France. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon, c'est une digression, c'est une petite parenthèse, mais c'est pour vous dire que la vraie voix, bon, c'est pas forcément tout le temps le cas. Bref. Je reviens à ma découverte de la VO. Évidemment, un gros point positif pour la VO, que ce soit en n'importe quelle langue, c'est l'apprentissage d'une nouvelle langue. On va pas se mentir, on a tous voulu commencer à apprendre le japonais grâce aux animés. On s'est tous dit qu'on allait apprendre le japonais grâce aux animés, et certains d'entre nous l'ont fait. On commençait à avoir ce premier déclic grâce aux animés et on commençait à réellement apprendre une nouvelle langue, que ce soit le japonais, le chinois, le coréen, l'anglais, etc., etc. Et je trouve ça formidable. C'est génial, en fait. Et donc, regarder en VO peut représenter un argument pour ces gens-là de se dire, bah attends, je regarde en VO, mais ça m'aide aussi dans ma pratique, dans mon apprentissage d'une nouvelle langue. Et j'ai gardé du coup ce truc de regarder mes séries en VO, toujours dans ce but de m'améliorer dans une langue. Et vu qu'en plus moi j'aime apprendre les langues, bah du coup forcément j'ai commencé à apprendre le japonais quand j'étais plus petite, enfin un peu quand j'étais plus jeune. Bon, je suis jeune, hein. Faut savoir que depuis quelques années j'apprends le japonais. Donc écouter la langue, ça fait aussi partie de mon processus d'apprentissage. En bref, on dit souvent que la VO sera sûrement meilleure parce qu'elle est plus intense, parce qu'elle est plus fidèle à l'œuvre de base, qu'elle sera beaucoup plus dans l'émotion, riche, etc. Alors que la VF, elle, sera un peu plus monotone, en plan-plan, etc. Avec beaucoup moins de variations dans la voix, beaucoup moins de dévotion, d'investissement. Mais en fait, est-ce qu'on peut réellement comparer deux adaptations dans deux langues différentes? Pour moi, finalement, ce n'est pas une question de choisir entre VO et VF, mais plutôt de juger de la qualité du doublage. Car peu importe l'œuvre, qu'elle soit en VO ou en VF,
elle peut varier grandement d'une série à l'autre. Et donc, il est bien normal d'avoir un petit préféré en fonction des versions. Très clairement, le meilleur exemple qui me vient à l'esprit, c'est la VF du premier animé Full Metal Alchemist qui, à mes yeux, est bien meilleur que sa version originale. Alors, on pourrait croire que je suis biaisé car j'ai connu la série d'abord dans sa diffusion TV sur Canal+ à l'époque. Mais j'ai pris le temps, il y a 2 ans, et cela en tant qu'adulte, de faire la comparaison entre la version originale et la version française et me faire un avis définitif. Pour moi, le timbre si particulier d'Arthur Pestel en Édouard Elric est pour beaucoup dans la qualité de cette version française de l'animé. Non seulement il colle parfaitement au caractère très impulsif du personnage d'Édouard Elric, mais on sent en plus qu'il lui apporte une véritable âme. Le travail de la seiyuu Romi Paku, qui joue Edward dans la version originale de l'animé, est plutôt correct. Néanmoins, il correspond à un travail un tout petit peu trop académique, et on sent qu'elle ne fait que cocher des cases d'un cahier des charges qu'on va donner à n'importe quel seiyuu. C'est donc classique, mais cela ne se démarque pas, et finalement manque un tout petit peu d'âme. Donc les animés en VF que j'aime bien, ce sont les vieux animés. Donc je vais prendre Albator, je vais prendre Rémi sans famille, je vais prendre Magical de Rémi. Pourquoi? Pour les raisons que j'ai citées avant, c'est-à-dire qu'il y a une chaleur, il y a un aspect très vrai, un aspect surjoué, un aspect unique qui tient au doubleur sur ce personnage-là, qui le fait vivre vraiment comme si c'était son personnage, et aujourd'hui, je trouve qu'on a beaucoup perdu de ça. Mais en gros, ce que je veux vous dire, c'est que, en fait, même parmi les versions japonaises, voilà, même au sein des VO, comme on les appelle pour les animés, eh ben, il y a de très très bons doublages, comme il y a de très mauvais doublages. En fait, ça va dépendre du budget, que le studio d'animation a ou le studio de doublage a, ça va dépendre de la direction artistique donnée, ça va dépendre de l'investissement des seiyuu, de la capacité des seiyuu à vraiment interpréter le rôle. Il y a aussi tout un délire de star system, alors j'ai pas trop abordé ça dans la vidéo et je l'aborderai pas trop parce que je suis pas trop calée là-dessus, mais le Japon aussi a son star system avec des personnes qui reviennent dans tous les gros animés, etc. Oui, en France, on l'a aussi, mais si vous voulez, c'est pas intrinsèque à la France. Ça existe partout. C'est pour ça qu'en fait, il faut un peu prendre de recul quand on compare les deux. C'est que pour moi, oui, même en français, il peut y avoir de très bons doublages, comme de très mauvais doublages, certes. Mais tout dépend finalement des personnes qui vont être investies dedans, de finalement la passion qui va être donnée dedans. Et on peut pas être aussi binaire que dire la VO est forcément meilleure et la VF est forcément moins bien. Et inversement. Et on en arrive du coup à ma partie défense de la VF, à ma plaidoirie pour la VF. Je trouve en fait, comme je vous l'ai dit, que voilà, il y a quand même un certain nombre de critiques qui sont totalement entendables, comme il y a un certain nombre de critiques un peu pauvres en fait en arguments qui me font dire bon frérot, t'as un peu de mauvaise foi. Selon moi, aujourd'hui, il y a pas mal d'intérêt à regarder des choses en VF et surtout à redonner une nouvelle chance à la VF. La première étant finalement une certaine facilité. Je vous parlais du fait que c'est une habitude, qu'aujourd'hui on est un peu lié à ça parce que c'est notre langue maternelle. Mais en réalité, ça va plus loin que ça. Écouter un animé en VF, ça permet par exemple de pas avoir à trop se concentrer sur l'écran, de pouvoir faire autre chose en même temps. Alors, je dis pas qu'il faut absolument faire quelque chose en même temps que tu regardes un animé, mais aujourd'hui, lorsque tu as une vie active, que tu as des études, que tu travailles, que tu dois faire du sport, que tu as des responsabilités, des engagements, tu dois, je sais pas, voir telle ou telle personne, tu as des responsabilités administratives, peu importe, quand tu as une vie active, tu peux plus. Et c'est une réalité, tu peux plus dédier autant de temps qu'avant aux animés, aux mangas, en tout cas à tes passions, à tes hobbies. Tu as d'autres priorités, finalement. Et donc, la VF, déjà, représente un premier argument pour te dire, je peux continuer d'apprécier ma passion, mais ça va me permettre de pas forcément me sentir coupable. Tu vois, ce sentiment quand tu rentres du travail et que tu te dis, putain, j'ai encore du travail, je dois encore m'occuper de la maison, je dois encore faire ci, je dois faire à manger, je dois machin, je dois truc, préparer un exposé pour demain, que sais-je. Et tu dis, j'ai quand même envie de regarder mon animé. Et en fait, tu peux quand même le regarder et te dire, en même temps, j'essaye de répondre à quelques mails, ou en même temps, je me dis, je vais préparer un peu la suite de ma journée, ou etc., etc. Et du coup, ce sentiment de culpabilité, il s'évapore un petit peu et tu peux quand même apprécier et passer une bonne soirée. Encore une fois, je dis pas que il faut absolument faire quelque chose à côté, mais moi, ça m'arrive de mettre certains animés que je sais qu'il n'y a pas besoin que je sois ultra concentrée sur
voilà, sur mon écran et que je puisse faire du sport en même temps. Mais ça me permet justement de voilà, faire ma séance et dans le même temps de profiter de mon animé, d'apprécier, etc. Enfin, moi je me souviens, la dernière fois que j'ai regardé Sawako, c'était devant ma séance de dos biceps. Alors j'étais en train de douiller sévère, mais par contre j'étais là en mode mais purée quoi, purée. Et j'ai regardé en français et vraiment ça m'a permis de comprendre ce qui se disait, de comprendre voilà l'essence de ce qui était en train de se dire, etc. Et de pas être perdu, tout simplement, mais de quand même faire quelque chose à côté et de quand même être dans la série, dans l'animé et d'être drivé par le truc, quoi. Après, regarder un animé en VO, ça demande pas mal de concentration. Je dois suivre l'animation, lire les sous-titres, en même temps faire attention à ce qui est dit en japonais, etc. Donc quand je regarde un animé, faut que je sois à fond dedans et que j'ai un peu de temps devant moi. Mais en vrai, la plupart du temps, quand je peux regarder un animé, c'est pendant que je mange ou dans les transports, vu que j'ai un trajet assez long. Et clairement, dans ces moments-là, j'ai pas envie de me prendre la tête. Surtout après une grosse journée de travail, par exemple. Donc c'est là que la VF intervient. C'est le moment de me détendre, de juste profiter et un peu de poser mon cerveau en mode off, quoi. Et certains me diraient que oui, mais Inès, un animé, c'est fait pour être suivi assidûment. D'être tout le temps focus sur l'écran, sinon tu comprends pas, machin. Alors, je suis d'accord que ça existe. Il y a une certaine catégorie d'animés où, typiquement SNK, hein, où il faut absolument être full concentré sur la série et full concentré sur ce que tu regardes. Parce que sinon, tu loupes une miette et à côté, tu te rends compte que... Et ça nous est tous arrivé alors qu'on suivait la série. Mais il y a aussi beaucoup d'animés qui aujourd'hui sortent et n'ont pas ce truc de tu dois absolument rester focus 23 minutes sur 23 sur l'écran. Notamment, je pense au Carnet de l'apothicaire. Je pense à des animés comme Spy Family, comme Sakamoto Days, comme Free Ren, des trucs qui ont des rythmes un peu plus longs, qui ont des rythmes qui vont te permettre de souffler, qui vont te permettre de, hop, pendant 2-3 minutes, tu regardes pas l'écran, ça va, tant que tu comprends ce qui se passe, vu que t'écoutes, vu que c'est en français. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui, je comprends. Il y a certains animés où t'es obligé d'être full concentré. Et là, c'est au choix. Soit tu regardes en VO, soit tu regardes en VF, selon ce qui te plaît, bien sûr. Mais il y a aussi des animés où tu te dis, bon, bah écoute, je peux faire à manger à côté, je vais cuisiner, je vais dessiner, je vais être en train de, voilà, de faire ma séance, etc. Et je peux quand même regarder mon animé et profiter de celui-ci quand même. Voilà, et ça se fait avec une certaine catégorie d'animés. Je vous dis pas de le faire avec tous les animés, mais ça peut. Alors aujourd'hui, j'ai du mal maintenant à rester hyper concentré quand je regarde un anime, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sortent en même temps, j'ai beaucoup de choses à faire, etc. Et je pense que, après je dis pas que quand je regarde en VF, je fais des choses à côté. Mais je prends plus de plaisir à découvrir quelque chose où j'ai pas forcément besoin de lire les sous-titres. Il y a des personnes qui sont pas forcément très à l'aise, enfin plutôt qui n'ont pas forcément envie de se poser et de lire des sous-titres pendant tout l'animé. Il y en a, ils ont la flemme, ils veulent juste se poser et regarder leur petit animé en français et c'est ok. C'est ok. Et un autre point, justement, il est parfois plus simple d'apprécier la VF lorsqu'on veut regarder un animé avec d'autres gens. On n'est pas tous des mordus de manga et d'animé. Hein. Alors peut-être que si vous me regardez, j'imagine que vous l'êtes, mais dans votre entourage, il n'y a pas forcément tout le monde qui est super fan d'animé et qui va regarder aussi naturellement que vous du japonais. Et justement, ça peut permettre la VF de pouvoir avoir un moment d'échange, un moment de partage de ce truc que vous aimez, de cette passion, avec des gens qui sont pas trop habitués, que vous voulez faire découvrir, mais du coup, vous allez mettre ça dans leur langue, parce que du coup... on peut parler du français, mais typiquement, moi, j'ai regardé des trucs en anglais, alors que c'est chiant, quoi. Je préfère regarder en français, mais avec des gens avec qui c'était plus facile de regarder en anglais parce que c'est plus proche de leur langue maternelle. Donc, si vous voulez, ça peut aussi... ça peut être aussi un argument pour pouvoir regarder ça en famille, avec des amis, etc. Moi, je sais que j'ai des potes, je regarderai jamais un animé en japonais avec eux, parce que je sais que ça pourrait, juste le fait que ça soit en japonais, ça pourrait les rebuter. Là où si je le mets en français, ce sera déjà un peu plus digeste. Il y a pas longtemps, j'ai commencé Beastars, et j'étais avec mon frère et ma cousine, et eux, ils ont voulu le regarder en français. Je me suis dit, bah écoutez, si vous voulez, on met en français. Du coup, Beastars, j'ai regardé tout en français. Et pareil, je pourrais
pas switcher en japonais. Là, c'est pas possible. Moi, une fois que j'ai choisi une langue, je reste sur cette langue jusqu'à la fin. Et ça a été aussi mon cas lorsque je regardais des animés avec mon père et ma sœur, notamment. On a regardé Dragon Ball, on a regardé Saint Seiya en full VF, parce que mon père ne... Voilà, je lui mets pas du japonais. Ma sœur, ça peut. On a regardé des trucs en japonais, elle et moi, il n'y a pas de souci. Notamment, il me semble, MHA. Mais quand il y a mon père, je sais que directement, non, le japonais... et il voudra regarder en VF. Moi, il n'y a pas de problème. Et pour vous dire, jusqu'à aujourd'hui, Seiya, ça sera et ça restera la voix d'Éric Legrand. D'ailleurs, j'ai appris qu'il était décédé il n'y a pas longtemps, ça m'a fait quelque chose, parce que j'ai grandi avec sa voix, je suis habituée à sa voix, je sais que pour moi, quand je l'entends, c'est Seiya, c'est personne d'autre. Et par conséquent, évidemment, il y a un aspect nostalgique à tout ça. Il y a un aspect nostalgique à la VF, et ce serait être hypocrite de pas vous en parler et de vous dire que non, la nostalgie ne m'affecte pas. Non, vous le savez, la nostalgie nous affecte tous, et surtout quand c'est des trucs avec lesquels on a grandi, parce que c'est un peu le but de toute façon. Mais il y a des voix avec lesquelles on a évolué, on s'est attaché, et qu'aujourd'hui, ça nous paraît tellement familier, on prend plaisir à les réécouter. On prend plaisir à les réécouter. Un truc que j'aime beaucoup faire avec la VF, c'est essayer de distinguer quel acteur a déjà joué dans une autre série. C'est-à-dire que, je citais justement Éric Legrand, et pour moi, c'est Seiya, et pour beaucoup, ça va être Vegeta. Puisque c'est aussi le comédien doublage qui a fait Vegeta dans Dragon Ball. Voilà. Et pourtant, ce sont deux personnages radicalement différents qui ont une aura radicalement différente dans ces deux séries. Mais je les apprécie tous les deux et je trouve qu'il a fait un travail formidable sur les deux versions françaises. On en arrive donc à être tellement attaché à certaines voix qu'il est très difficile de changer cette habitude et d'écouter autrement. Il m'arrive de trouver des voix japonaises insupportables, alors que sa voix française va correspondre un peu mieux au personnage et à son caractère. Je vais certainement me faire incendier par toute la communauté Dragon Ball, mais par exemple, je ne peux pas supporter la voix japonaise de Sangoku adulte, interprétée pourtant par la légendaire seiyuu Masako Nozawa. Je préfère largement la version française par Patrick Borg, qui va coller beaucoup plus au ton de Sangoku adulte qui a légèrement mûri. Alors, je dis pas qu'il a totalement mûri, mais clairement, je trouve que Patrick fait un bien meilleur travail. J'ai juste voulu regarder Dragon Ball Daima et je pensais que c'était en français. Et là, je tombe sur les voix en japonais. Et je suis en mode, non, je peux pas. C'est trop dur. Je suis tellement habituée à certaines voix que le fait qu'on me change tout et que ce soit de nouvelles voix, des voix totalement différentes, j'ai eu un bug. Vraiment, j'ai bugué. Mais il y a des animés que j'ai connus en version française et que j'ai jamais entendu dans leur version originale. Donc j'ai même pas de point de comparaison en fait. Je vais me la jouer old school, désolé, mais Princesse Sarah par exemple, je l'ai toujours regardée en VF. Et franchement, j'ai pas spécialement envie de découvrir la version originale parce que ça me convient déjà parfaitement comme ça. Même si on en revient encore à Dragon Ball. Dragon Ball, pareil, je l'ai connu enfant, en VF. Même si avec le temps j'ai entendu la VO, pour moi les voix françaises restent les vraies voix. D'ailleurs, je me suis fait la réflexion il y a pas longtemps parce que en ce moment je lis la Perfect Edition et je me suis rendu compte que quand Goku parle, dans ma tête c'est Brigitte Lecordier que j'entends. Et pareil pour ses collègues. Donc c'est vrai que c'est resté ancré, quoi. Et je vous jure qu'ils ne se sont pas concertés. Hein. Moi, mes questions, il n'y a aucun moment, il y a écrit « Citez Dragon Ball » ou « Donnez votre avis sur Dragon Ball ». Ils ont tous sorti cet exemple-là parce que je crois qu'on a tous le même feeling par rapport à Dragon Ball, en fait. Et du coup, je vais prendre un autre exemple, c'est Dragon Ball. C'est un anime que j'ai découvert très petit, c'est l'un des premiers que j'ai regardé. Et Brigitte Lecordier a fait un très beau travail dessus. Et comme je le disais auparavant, on arrivait à incorporer des blagues qui n'étaient pas forcément fidèles avec ce qu'il y était à l'époque. Et vous allez rire, mais c'est mon cas aussi. Je vous le disais notamment tout à l'heure que j'ai regardé Saint Seiya avec mon père et ma sœur. Mais Dragon Ball, j'ai aussi regardé tout en français jusqu'à super. Et même Daima, j'ai dû me faire violence pour regarder en VO. C'était trop difficile, j'avais l'impression de regarder une autre série. Et pourtant, je respecte beaucoup la seiyuu et je ne dis pas que c'est mauvais, la VO est mauvaise, pas du tout. Par contre, je suis tellement attachée à Patrick Borg qu'il m'est impossible d'apprécier une autre version que la française. C'est pas possible. Pour moi, Goku, c'est Patrick Borg. C'est tout, en fait. Il n'y a pas d'autre choix possible. Quand je lis Dragon Ball, c'est lui.
Quand je lis Dragon Ball alors que Goku est enfant, c'est Brigitte Lecordier. C'est un truc, je peux pas autrement. Enfin, la VF, c'est donc évidemment des talents indéniables. J'en ai cité quelques-uns, hein, mais aujourd'hui, on a des comédiens de doublage qui ont appris, qui ont évolué, qui sont de plus en plus investis, qui aujourd'hui sont meilleurs que jamais. Et en plus, on a de très grands talents en France, que ce soit Benoît Drenoux, Benoît Dupac, Brigitte Lecordier, et plein d'autres comédiens de doublage qui font du très bon travail sur les animes. Donc, on n'a vraiment rien à envier aux étrangers, et je pense que c'est vraiment une très bonne chose qu'on ait des talents qui permettent de mettre bien en valeur nos animes aujourd'hui. Et aujourd'hui, justement, on a des animés récents qui sont en fait cet héritage de ces années-là, en fait, qui s'inscrivent dans cette lignée-là, mais qui pourtant sont à un niveau vraiment encore mieux, quoi. Aujourd'hui, la qualité des doublages qu'on nous sort, c'est génial, c'est absolument incroyable, et je pense qu'on a de la chance d'avoir cette richesse-là du doublage français, et c'est pour ça forcément que je trouve tellement dommage qu'on continue à cracher sur la VF en nous basant sur des a priori et des clichés qu'on avait il y a 20 ans, alors qu'aujourd'hui ça a énormément évolué, et notamment un très bon exemple. Par exemple, quand on voit ce qu'il y a sur Dan Dan, Dan Dan c'est un très bon exemple. On a Netflix et ADN qui ont fait 2 VF différentes, il me semble. Et c'est super efficace, les deux sont très bonnes. Et ok, avec le temps, moi je préfère la VF. Mais je pense que les gens doivent un peu plus être curieux. Et un peu enlever leurs œillères et se dire que elle peut être très bonne la VF. Et voilà. Et on va pas se mytho. C'est vraiment cool, et moi j'apprécie tout particulièrement là cet effort de la part des plateformes de streaming de proposer de plus en plus rapidement et de manière plus efficace la VF. De cette façon-là, en fait, on a le choix, et est-ce que c'est pas la meilleure chose d'avoir le choix? Ça me rend quand même heureuse de voir qu'il y a de plus en plus aussi de gens, hein, faut pas quand même pas dire qu'il y a que du négatif, mais il y a aussi de plus en plus de gens qui commencent un petit peu à recentrer la place de la VF et à redonner un peu de crédit au milieu du doublage français, et ça fait extrêmement plaisir. Et bah écoutez, c'est tout pour cette plaidoirie de la VF, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon, j'ai été un petit peu moins dans la nuance que la vidéo précédente, hein, vous l'aurez remarqué je pense, mais c'est parce que vraiment je trouve que les raisons qui font qu'on aime la VO, elles sont évidentes. Voilà, il n'y a pas de débat. Maintenant, le fait qu'il y ait un débat sur la VF, c'est ça qui m'attriste un petit peu. Et j'aimerais un petit peu changer l'image de la VF, redorer un peu son blason. Et je trouve qu'on est quand même dans une pente positive par rapport à ça. Donc j'attends évidemment tous vos retours dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire votre avis sur la VF. Est-ce que vous avez grandi avec ou non? Est-ce que vous avez décidé de découvrir la VF bien après? Est-ce que vous aviez des a priori? Ça me ferait trop plaisir de lire ça. Et évidemment de me donner votre avis sur la vidéo aussi. Merci à toutes les personnes qui ont participé. Je m'excuse aussi auprès de celles qui n'ont pas pu être dans la vidéo parce qu'il fallait que je fasse des choix. Je crois que là j'ai genre 15 minutes d'extrait eux seuls, donc voilà, je suis désolée, mais l'idée était là quand même, et je suis bien contente d'avoir pu faire ce petit format sur lequel je travaillais pas longtemps, mais j'ai pas pu le sortir avant. Voilà, et je vous dis donc à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao.